Trisac, l'original. Du Trisac, votre plaisir coupable. Oh, hello, how are you today? On est mercredi. Je sais pas. Tu sais, à force de venir à Montréal, là, tu finis par t'adapter. Ben oui, comme tout le monde. Bonjour Stéphanie. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, plus tard, on va parler. Je le sais, tout le monde. Je le sais, là. Changez pas de poste pour autant. Je le sais. 4 degrés de plus au mois de mars au Québec. Je le sais, vous allez dire, c'est anecdotique, il n'y a pas de changement climatique, climato-sceptique, puis on envoie de l'argent à Maxime Bernier. Je le sais. Sauf que c'est pas isolé. Là, ça fait des décennies où ça se réchauffe. Je pense qu'il faut peut-être souligner l'événement. Puis peut-être qu'on a crié au loup souvent, puis tout le monde dit qu'il faut que ça arrête, t'sais, t'as pas de solution, donc on va revenir là-dessus. Et aussi, est-ce que, après avoir vu l'événement, espèce d'harcèlement là, dans les rues, ce qu'a subi Mélanie Joly, on s'est posé la question, est-ce que les femmes à Montréal se sentent en sécurité? Je vais vous dire, pas sûr. On a des chiffres à vous présenter plus tard dans l'émission. Et tout d'abord, je veux revenir sur l'entrevue qu'on a réalisée avec Amélie Lemieux. Vous savez, c'est la mère de ces 2 fillettes assassinées, Nora et Romy Carpentier. Ça s'est passé en juillet 2020, vous vous souvenez. Personne peut oublier ça. Et elle et d'autres victimes qui étaient aidées financièrement par l'IVAC ont reçu des lettres pour les informer qu'en octobre, là, ils allaient s'arranger avec leurs problèmes, que Simon Jolin Barrette avait décidé, lui et sa joyeuse équipe de fonctionnaires avaient décidé que 3 ans pour vivre le deuil de ces 2 petites filles assassinées, ou ces 2 petits gars, il y en a, c'est un autre cas, c'est des 2 garçons, c'est assez. On vous a assez aidé. On va continuer à payer des boniers, puis des primes, puis des pensions à vie à des touristes, à des mercenaires. Mais ça, des victimes au Québec, là, c'est assez. 3 ans, vous devez vous contenter de ça. On a appelé au bureau de M. Jolin Barrette, qui refuse évidemment nos demandes d'entrevue, vu que, tu sais, il risque de devoir répondre à quelques questions plates. Mais pourtant, l'équipe avait promis à Mme Lemieux qu'elle allait la contacter et peut-être lui organiser une rencontre avec M. Jolin Barrette pour lui expliquer c'est quoi la réalité. Pas l'omniscience, l'omnipotence qu'il croit avoir, M. Jolin Barrette, dans son petit bureau avec ses petits fonctionnaires. La vraie vie là, d'une mère qui a perdu ses 2 filles. Puis je vous rappellerai pas comment, là. Mais à un moment donné, il faut arrêter d'avoir du lave-glace dans les veines, puis dire non, c'est comme ça, puis le numéro 2 arrive après le numéro 1, puis après, tu sais, on peut pas marcher de même. Alors là, M. Jolin Barrette se dit, je donnerai pas d'entrevue et le sujet va tomber. Bien, il tombera pas parce qu'on va continuer à en parler. Puis je vous le dis, cette semaine, on a d'autres victimes de l'IVAC qui ont reçu des lettres où l'aide financière s'arrête en octobre. Je ne sais pas si vous avez vu l'entrevue avec Amélie Lemieux. On va en passer un extrait tantôt, là. Vous savez, survivre à la mort violente de ces 2 filles, puis leur dire « démerdez-vous à partir d'octobre 2024 », c'est odieux, c'est inhumain, c'est indécent. Pascal Paradis est porte-parole du Parti québécois en matière de justice. Monsieur Paradis, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Ben, bien, merci. Merci d'être avec nous. D'abord, la réforme de l'IVAC, il y a une partie qui était intéressante parce qu'elle ouvrait les indemnisations à davantage de victimes de crimes violents. Ça, je pense que tout le monde s'entend. Exact. Il y a des aspects positifs à cette réforme-là. Un plus grand nombre de personnes indemnisées et aussi, on les a vus, les chiffres actuellement, là, je pense que c'est plus de 50 millions de dollars additionnels qui ont été versés aux victimes. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. C'est une réforme qui a eu des Oui. aspects positifs qui ont été salués d'ailleurs par le protecteur du citoyen. Par contre, il y a des aspects de la réforme qui sont ceux là, qui causent problème aujourd'hui à des personnes comme Madame Lemieux qui ont suivi un traumatisme
d'une violence inouïe dans leur vie et que là, Mm. qu'ils reçoivent une lettre qui leur dit, ben, l'aide financière pour pallier la perte de revenus, là, elle va prendre fin en octobre. Pourquoi? Parce qu'il y a les personnes qui étaient indemnisées dans l'ancien régime, qui avaient une rente qui pouvait durer sur un certain temps. Certains c'était une rente à vie. Ceux-là, on leur a dit, ben, dans 3 ans, 3 ans après l'entrée en vigueur de la loi, c'est terminé, cette rente-là. Puis il y a les personnes qui ont subi donc un acte criminel, qui ont été victimes d'un acte criminel après la réforme, eux aussi ont un délai maximum de 3 ans. Et là, on se rend compte que cette forme d'aide financière, ben, elle a un effet vraiment très grave, c'est-à-dire que là, il y a des personnes qui n'ont pas réussi à se reconstruire, qui n'ont pas Mm. réussi encore à regagner le marché du travail de par le traumatisme qu'ils ont vécu. Et là, aujourd'hui, ils reçoivent cette lettre-là de l'État qui leur dit, ben, en octobre 2023, ça va être terminé. Et je pense que la moindre des choses, 2024. 2024, excusez-moi, 3 ans donc après l'entrée en vigueur de Ouais. la loi, je pense que la moindre des choses, c'est justement pour notre gouvernement de montrer de l'ouverture, de montrer de l'écoute envers des personnes qui vivent dans cette situation-là pour bien comprendre l'effet de la loi. Et ça, je pense que c'est le minimum là, qu'on puisse demander au gouvernement Ouais. actuellement, c'est de s'asseoir avec les personnes concernées. Parce qu'en plus, c'est pas nouveau. Au moment des consultations particulières sur l'adoption du projet de loi, cette possibilité-là, elle avait été soulevée et on reprochait à l'époque au gouvernement d'aller trop vite et de manquer d'écoute envers les organisations qui Mm. représentent les victimes d'actes criminels. Et voyez où est-ce qu'on en est aujourd'hui, 3 ans plus Ouais. tard. Mais sincèrement, M. Paradis, quand moi je vois François Legault aller faire des tests de bouffe africaine ou de faire un poisson d'avril avec Bernard Drinville, je me dis, de toute évidence, dans son horaire très, très, très chargé pour faire des niaiseries et des sottises, il n'y a pas une heure pour rencontrer des gens comme Amélie Lemieux pour l'écouter, pour comprendre ce qu'elle vit et pour adapter la loi à ces cas qui sont tragiques. Ce sont des cas tragiques et ce sont des cas aussi qui ont marqué le Québec. Oui, Euh, ces personnes-là, elles ont un vécu d'abord personnel qu'on aurait intérêt à écouter et à comprendre pour adapter, le cas échéant, l'effet des lois du Québec. Mais en plus, non seulement ce sont des personnes qui ont vécu ce traumatisme-là, mais en plus, elles sont, par la force des choses, et c'est pas leur volonté, mais elles sont aussi des porte-paroles d'un nombre de victimes de ces actes très graves, de ces grands oui, traumatismes. Et vraiment, elles sont porteuses d'un message et elles disent, laissez-nous discuter, laissez-nous vous expliquer. Et ça, c'est normal. On peut continuer à célébrer les aspects positifs de la réforme. On peut se dire qu'il y a peut-être des éléments qui nécessitent d'être travaillés compte oui. tenu de l'expérience qu'on est en train de vivre. Et ça, je le redis, cette capacité d'écoute, elle doit exister au sein de tout gouvernement dans une démocratie comme la nôtre. Mais c'est parce que d'abord, M. Jolin Barrette a menti. Il leur a dit que les victimes, les gens qui étaient déjà indemnisés, ne seraient pas touchés par la réforme, ce qui est faux, de toute évidence. Et ce qu'on apprend aussi, c'est que l'aide financière provient d'un fonds pour les victimes d'IVAC, un fonds indépendant qui accumule des surplus. Ben, là, évidemment, il faut toujours se mettre dans une perspective globale que les fonds doivent être là pour compenser les victimes qui en ont besoin. Donc, je ne connais pas là, la mécanique de l'accumulation, mais aussi une certaine capacité à faire face à plus de demandes ou à plus, malheureusement, là, de victimes d'actes criminels qui ont besoin de cet appui-là. C'est peut-être pas une mauvaise chose, je connais pas les chiffres, mais il y a une chose qui est sûre. Ce sur quoi on se concentre aujourd'hui, parce qu'il y a 3 formes d'aide, hein. Il y a des montants forfaitaires qui sont donnés à certaines victimes, qui sont consentis à certaines victimes. Il y a ce qu'on appelle donc l'aide financière palliant une perte de revenus, puis il y a aussi la couverture d'un certain nombre de dépenses. Et là où le bas blesse, là où on a un problème, c'est sur cette aide financière qui pallie la perte de revenus. Là, on se rend compte que dans la mécanique, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Une Hmm. victime qui a perdu ses enfants, par exemple. On parle ici d'une mère de famille. Tout le monde connaît les circonstances là, dans lesquelles Madame Lemieux a perdu ses enfants. C'est une histoire qui a frappé le Québec. Et là, elle, en quelque sorte, elle se fait dire par l'État, ben après 3 ans,
si vous n'êtes pas capable de revenir au travail, désolé, Démerde-toi. c'est plus l'IVAC qui va vous aider, puis vous avez l'aide sociale. Et je Ben pense oui. que il y a une question de dignité des victimes ici qu'il faut considérer. Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect dont on parle moins, mais qui est tout aussi important, c'est qu'il y a aussi une limitation sur les dépenses qui sont compensées. Par exemple, ici, les frais de psychologie. Donc, c'est difficile d'avoir accès à des psychologues. Il y en a peu qui font ça, mais en plus, les montants puis le nombre de séances couvertes, là aussi, peut-être couvre pas le besoin de reconstruction de la victime. Et je pense que on parle pas de milliards de dollars là ici. On parle Non, de c'est ça. sommes qui sont importantes pour la dignité des victimes, puis pour tenir compte là, de la gravité des événements et des faits dont on Hmm. parle, notamment avec les cas tellement malheureux, ceux qui sont exposés publiquement. Mais Mais là, vous avez lu le Devoir? commençons par la rencontrer et lui parler. Là. Ben, il me semble que c'est la moindre des choses. La décence humaine voudrait que M. Jolin Barrette prenne une heure de son temps tellement précieux puis rencontrer une femme qui a vécu l'horreur. Dans l'article du Devoir qui rappelait là, cette réforme, il y a une femme qui ne voulait pas s'identifier, mais qui avait vécu une agression sexuelle en 2012 et qui en avait encore des séquelles. Et elle aussi allait Ouais. perdre son aide de l'IVAC. Là, je me dis, Jolin Barrette répond, M. Jolin Barrette répond, l'IVAC n'est pas un régime d'assurance. Puis, je sais pas, M. Paradis, vous le savez, là, si un gars qui est chaud, bien sous, là, et tue une famille et se blesse sérieusement alors qu'il est la cause de l'accident, on va, nous tous, l'indemniser jusqu'à la fin de ses jours, en tout cas jusqu'à temps que ça soit approprié. Il y a quand même une démesure là, dans les cas. C'est aussi ce que certains avaient souligné dans leur mémoire, dans leur témoignage en consultation particulière sur la réforme de cette loi-là, que ça allait causer des distorsions par rapport à d'autres régimes, celui de la santé et de la sécurité au travail et celui donc de la Société de l'assurance automobile du Québec, où là, il y a des personnes qui, oui, peuvent être indemnisées sur le long terme. Et là, ici, on parle de victimes d'actes criminels qui n'ont pas la même possibilité, donc, de compter sur un appui de l'État dans une situation vraiment très difficile pour eux Hmm. sur le plus long terme, le temps qu'ils réussissent à se reconstruire. Puis prenons le cas de Madame Lemieux, là. Vous savez, moi, ce qui me touche, elle dit, moi, je veux travailler, je veux revenir sur le marché du travail, mais c'était une intervenante sociale là, qui intervenait dans des dossiers qui ressemblent un peu à ceux le cas qu'elle a elle-même vécu. Et là, je veux pas aller trop dans l'affaire personnelle, mais vous voyez, c'est exactement ce genre de personne qui dit, Ouais. moi, je veux faire ce cheminement-là, mais là, me demander de l'avoir terminé en 3 ans, ça fonctionne pas, alors que d'autres régimes le prévoient. Je veux une nouvelle fois réitérer au ministre qu'on reconnaît les aspects positifs, mais de se mettre à l'écoute des citoyens, d'analyser maintenant qu'on arrive à ce délai-là, 3 ans après l'adoption de la loi, de voir c'est quoi les effets, qu'est-ce que ça veut dire concrètement. Hmm. C'est simplement montrer de l'ouverture, c'est montrer de la compassion, puis c'est de se dire peut-être qu'on n'a pas été parfait quand on a adopté la réforme, puis peut-être qu'il y a encore du travail à faire. Ça, vraiment, là, c'est ça qu'on demande au gouvernement actuellement, c'est d'écouter les gens concernés puis de dire, hey, est-ce qu'il y a des bouts là, qu'il faudrait revoir Ouais. compte tenu de ce qu'on a comme analyse, comme expérience empirique de ce que ça donne? Et pas de traiter les gens comme des numéros. Monsieur Paradis, je prends 1 minute de votre temps là, additionnel. Jean-François, je vous présente un extrait de l'entrevue vendredi dernier avec Amélie Lemieux. Si M. Jolin Barrette regarde ça et n'a pas le temps de la rencontrer, je ne sais pas ce qu'il fait en politique. On regarde ça. Depuis les événements, là, vous n'êtes plus la même femme. Là. Non, 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 du tout. Mes réactions, ma façon d'être, ma façon de penser, l'énergie, tout est très différent. Là. Je suis pas la même femme pétillante qui est capable d'affronter ces journées à partir de 5 heures du matin. Là, tu sais, Ouais. non, je suis plus du tout la même. Là. C'est ce qui est difficile aussi. Tu sais, le deuil est énorme de mes enfants que je ferai probablement jamais, mais c'est tout ce que j'étais avant que je suis plus capable de faire maintenant. Tu sais, c'est un gros choc. Là. Du jour au lendemain, tu te lèves puis tu n'as plus rien. Ouais. Faut Je peux même pas s'adapter, puis imaginer. ça prend plus que 3 ans. Alors, M. Paradis, qu'est-ce que vous pouvez faire pour Mme Lemieux, vous?
Ben évidemment, moi, je serais très heureux de rencontrer Madame Lemieux, de l'écouter, de prendre le temps de bien comprendre la situation qu'elle vit. Mais je pense que les Québécois et les Québécoises l'ont compris, cette situation-là. Là. On Ouais. voit que elle nous dit, puis écoutez, je l'écoutais, puis je l'avais déjà écouté, cette entrevue-là, puis moi, ça me donne je sens de l'empathie et je sens aussi qu'il y a quelque chose à faire pour régler ces angles-là qui ont pas été bien ficelés dans la réforme. Hmm. Puis on va travailler évidemment pour que ces personnes-là soient entendues et qu'on voit là, s'il n'y a pas quelque chose qu'on peut faire là. Je Parce que le là, redis, c'est pas. M. Jolin Barrette Oui, refuse les demandes d'entrevue. Alors, moi, j'aimerais ça qu'on aille vers lui à l'Assemblée nationale, lui poser la question, est-ce qu'il est au courant du cas de Mme Lemieux, des autres cas aussi, là, des gens qui ont souffert et à qui il dit, en 3 ans, ton deuil va être terminé, puis démerde-toi après, puis va sur l'assurance, l'aide sociale si ça va pas. Et il peut pas se débarrasser de cette histoire-là aussi facilement. Là. ben, puis je pense que il y a beaucoup de gens au Québec qui sont aussi émus que vous, que moi, et qui se disent, ben écoutez là, qui a le goût vraiment de dire non, au moins, ne serait-ce qu'à une rencontre. Encore une fois, pour Ben oui. analyser de manière posée. Puis je le redis, il y a des études, là, il y a plein de juristes, il y a le protecteur du citoyen, là. Ça, c'est une institution indépendante qui avait analysé le projet de loi et Mm. qui avait prévu qu'on ferait face à ce genre de situation et qui disait, oui, on salue certains aspects de la réforme, mais celui-là, attention, parce qu'il faut tenir compte du principe de ce qu'on appelle la consolidation de l'état de la victime d'un acte criminel, que ça peut demander du temps et que là, on peut revictimiser la victime, on peut lui recauser un traumatisme parce que la personne est dans un état de fragilité, elle est dans un état psychologique et parfois physique qui n'est pas de son propre chef, hein, c'est la personne est victime, hein, donc de Mm. cet acte criminel. Et là, on veut pas lui recauser ce traumatisme-là, on veut pas l'en refaire, la revictimiser de nouveau. On veut être à son écoute et on veut s'assurer qu'on est capable de faire en sorte qu'on accompagne ces citoyennes et ces citoyens pour qu'elles redeviennent ces personnes-là. C'est ça que Mme Lemieux nous dit. Elle dit, moi, là, je suis pas la même personne, mais je veux continuer à travailler pour être de nouveau une personne Ouais. qui contribue à la société. C'est ça son objectif. Mais tu sais, Écoutons-la. vous Puis l'avez vu, hein, voyons comment. Oui. dans l'article du Devoir, elle dit « J'aurais dû faire comme Martin, le père des enfants qui a assassiné les 2 petites filles. J'aurais dû me pendre moi aussi. » Quand t'es rendu à dire ça en public, t'es assez désespéré. Il me semble que tu lui tends la main à cette femme-là. Oui, oui. Puis là, bon, n'oublions pas là, il y a des lignes d'aide aux personnes qui ont de telles pensées. J'espère, je souhaite de tout cœur que c'était une formulation de dépit, parce qu'évidemment, Ouais. quand on entend ça, je vous ai vu le visage en le disant, moi je vous écoute, puis là j'ai des frissons. On ne veut pas. C'est justement pas là qu'il faut qu'on aille. Il faut qu'on soit dans. C'est un bout de l'action publique qui demande beaucoup de doigté, beaucoup de tact, Mhm. beaucoup de compassion, parce qu'on C'est parle ça. de personnes très fragiles qui ont été placées dans cette situation-là, dans les pires des circonstances. Là. Quand on parle, Mhm. par exemple, d'un proche, ici, ce sont ces 2 enfants. Alors, puis là, derrière ça, derrière ces histoires personnelles tragiques, il y a une question de posture de l'État, de politique publique qui demande peut-être certains ajustements. Et je le redis, ce n'est pas ne pas reconnaître les aspects positifs de la réforme, parce Absolument. que je le redis, Ah oui. plus de victimes indemnisées, plus de délais, notamment pour les victimes d'exploitation sexuelle puis d'agression sexuelle pour déposer leurs demandes, de plus grands montants qui ont été alloués. Donc, il y a eu un élargissement, puis il y avait derrière tout ça de très bonnes intentions. Mais on le redit, il y a 3 ans, des institutions indépendantes, comme par exemple la protectrice du citoyen à l'époque avait dit, attention, cette partie-là, c'est problématique. Dans 3 ans, on va se retrouver avec des problèmes sur les bras. Et là, on est en train de vivre Mm. ces problèmes-là. Et c'est une bonne chose en politique. C'est une bonne chose quand on est responsable de l'action publique d'accepter de revoir sur la base empirique de ce qui se passe nos réformes pour se dire,
ben, il y a peut-être un petit bout qui manque, il y a Ouais. peut-être des éléments à corriger. Puis là, ici, je le redis, cette capacité qu'on a d'accompagner des citoyens qui ont vécu des drames comme ceux-là, elle ne coûterait pas des milliards et je pense que tous les Québécois seraient d'accord pour dire ça, c'est le genre de choses qu'on veut faire Hum, pour faire la hum. bonne chose, justement. Parfait. Ben écoutez, on va suivre le dossier. Pascal Paradis, porte-parole du Parti québécois en matière de justice. Monsieur Paradis, un gros merci. À la prochaine. À vous, merci beaucoup.